C'est désormais officiel, le constructeur italien Fincantieri a annoncé ce vendredi avoir conclu le rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire au coréen STX, une vente qui s'est faite à hauteur de 79,5 millions d'euros. Fincantieri est désormais propriétaire des chantiers à hauteur de 66%. Dans un communiqué, l'industriel italien précise que les négociations avec l'État français, propriétaire des 33% restants, se poursuivent. Elles doivent définir la composition de l'actionnariat. Réunis jeudi en comité d'établissement, les salariés avaient affiché une position partagée sur ce rachat. FO et la CGT ont donné un avis défavorable. Quant à la CFDT et à la CFE-CGC, elles ont pris acte de la décision de vendre l'entreprise à Fincantieri. Le dossier Notre-Dame-des-Landes déjà au menu du gouvernement. Jeudi, Nicolas Hulot, nouveau ministre de la Transition écologique, a annoncé que toutes les options étaient sur la table. Une posture qui ne plaît pas aux partisans du projet. Jean-Michel Naga. Ma conviction, c'est qu'on n'a pas étudié toutes les alternatives. Et je pense que la meilleure démonstration pour apaiser, c'est que par rapport aux contraintes, aux visions des uns et des autres, il y a probablement une autre option qui permettra de satisfaire les intérêts des uns et des autres. Une autre alternative que le projet de Notre-Dame-des-Landes, Bruno Retailleau n'y croit pas et sa réaction n'a pas tardé. Le président de la région et président du syndicat mixte aéroportuaire a de sérieux doutes sur la médiation souhaitée par le gouvernement. Ce que j'ai à craindre, c'est que la médiation soit utilisée comme une vieille ficelle pour tuer le dossier. Voilà. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf. S'il s'avérait que le pouvoir d'un médiateur soit supérieur à celui du tribunal, qui puisse remettre en cause un vote sur lequel le président de la République de l'époque s'est engagé, alors on sort de l'état de droit et de la démocratie, comme je vous l'indiquais, et on donne, encore une fois, le dernier mot aux plus violents. À Saint-Aignan-de-Grandlieu, une passerelle installée au cœur d'une zone naturelle pourrait être déconstruite. La mairie n'aurait pas obtenu les autorisations nécessaires à son implantation. Jean Hannes. Une fenêtre sur le lac, c'est comme cela que la mairie de Saint-Aignan présentait dès 2013 ce projet. 4 ans plus tard, 2 associations demandent le démontage pur et simple de ces 372 mètres de ponton. Elle a été réalisée sans justement l'accord qui est nécessaire quand on réalise des aménagements en site classé. C'est un site qui normalement est inconstructible et qui nécessite une autorisation spéciale d'une commission. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, présidée par la préfète de Loire-Atlantique. C'est elle qui valide ou non le moindre aménagement en zone Natura 2000. Une étape ignorée par le maire de Saint-Aignan. Après la plainte déposée, Jean-Claude Lemasson a tenté de régulariser la situation auprès de cette commission. Sa demande a été rejetée le 10 mai dernier. Une décision logique pour les militants de Bretagne vivante. Le souci, c'est qu'en fait, elle va créer un dérangement important sur les oiseaux notamment, mais pas que les oiseaux. En limitant ou voire en les empêchant de nicher sur le site et en ne permettant en plus pas de pouvoir les observer parce que les oiseaux fuient à l'approche de l'homme. Du côté de la mairie, c'est silence radio jusqu'à la fin de l'instruction. Dans la presse, toutefois, Jean-Claude Lemasson a assuré que d'autres études écologiques étaient en cours. Il espère toujours une régularisation de son belvédère sur les bords du lac de Grandlieu. Durant cette fin de semaine, Nantes accueille le challenge national des sapeurs-pompiers, au programme des démonstrations spectaculaires mais aussi utiles. Rémi Guivic. Pas de panique, aucune vraie victime en vue, il ne s'agit là que d'un exercice. Depuis mercredi, plus de 120 professionnels disputent le challenge national des sapeurs-pompiers. Parmi les épreuves, la désincarcération de victimes d'accidents de la route. On fait une reconnaissance à 360 degrés, c'est-à-dire on fait tout le tour des véhicules. On essaye de constater qu'il n'y ait pas de risque autre que l'accident déjà produit. Donc risque électrique sur les voitures, des risques de gaz, tout le risque périphérique. Une fois qu'on a fini le tour, à ce moment-là, on attaquera la manœuvre réelle de désincarcération. C'est la deuxième fois qu'un tel événement a lieu en France et la première à Nantes. Sous les nefs, ils viennent de la Lorraine, de l'Orme ou encore du Gard. Durant ces 3 jours, ils sont notamment jugés sur la coordination d'équipe, le respect des règles et la mise en sécurité des victimes comme des professionnels. Au-delà de la compétition, l'important est surtout d'échanger les bonnes pratiques. C'est pas les techniques qui changent, c'est surtout les véhicules qui changent avec des nouveaux risques à chaque fois. Qui génèrent justement une évolution de nos techniques. Les 17 équipes sur le secours routier qui viennent de France et une équipe anglaise sont là pour se regarder manœuvrer
et pour échanger sur les usages et les bonnes pratiques de techniques de désincarcération. Au total, 3 épreuves sont à réaliser. Le secours à la personne qui représente 80% des interventions en temps normal. Les 2 autres épreuves sont la désincarcération à réaliser en 10 et 30 minutes. Le vainqueur de cette édition ira représenter la France lors du challenge international qui se tiendra en Roumanie. Il va participer à son 2e Roland-Garros. Le tennisman nantais Gleb Zakharov a obtenu une wildcard pour prendre part aux qualifications, avec l'envie de faire mieux que l'an dernier. J'ai l'expérience d'avoir vécu cette ambiance-là l'année dernière, donc je pense être encore un peu plus détendu. Mais le stress petit à petit va monter, et puis j'ai quand même hâte de jouer ce premier tour des qualifications. Maintenant, c'est un dispositif qui a contaminé, on peut dire, l'Europe, puisque vous avez à l'heure actuelle 30 pays européens qui ouvrent les portes de leurs musées au grand public pendant la nuit. C'est-à-dire que vous avez affaire, en fait, à des noctambules des musées, c'est-à-dire un public qui, durant la journée, venait voir éventuellement un musée, mais qui vient là avec sa famille, en dehors des heures de travail, en dehors des heures ouvrables, et donc dans un contexte qui est plutôt un contexte atypique. Vous avez un réseau qui s'appelle les musées de France, qui sont des musées qui sont labellisés par le ministère de la Culture, et vous avez d'autres musées qui sont des musées quelquefois départementaux ou municipaux, etc., et qui ont décidé de suivre en fait le flux des musées, on va dire entre guillemets institutionnels. Non seulement c'est gratuit, mais ça s'ouvre à partir de environ 18h, 19h, jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc profitez-en, et c'est le samedi soir, le samedi 20. Donc le samedi soir, on peut aller au cinéma, mais on peut aller aussi au musée. C'est une ouverture bien évidemment culturelle, et c'est une appréhension du musée qui est autre. C'est-à-dire pas simplement un outil de connaissance, comme vous avez pu le faire, comme j'ai pu le faire grâce à l'école où on vous emmène visiter un musée. C'est aussi un outil de curiosité, d'ouverture à d'autres cultures. C'est ce que nous recherchons, c'est-à-dire que tous les publics puissent trouver vraiment une proposition qui leur fait plaisir, parce que la culture, c'est avant tout le plaisir, et qu'ils puissent revenir dans ces musées et que la curiosité, en fait, soit stimulée par cette opération. Par exemple, j'en ai découvert une, qui est l'œuvre d'Ange Leccia, qui est juste en face du LU, qui est une projection sur la surface de l'Erdre et qui est absolument magnifique. Et là aussi, vous pourrez en profiter puisqu'elle débute en fait au coucher du soleil. Je pense tout de suite au musée d'Aubray qui va illuminer toutes ses façades avec des bougies, etc. et qui donc va donner un aspect un peu festif et en même temps assez étrange, si vous voulez, au bâtiment lui-même du musée que vous n'allez pas reconnaître entre la connaissance du musée d'Aubray le jour et la nuit. Je pense par exemple au musée des Ducs de Bretagne, ici, où vous avez tout simplement un travail qui a été fait de mémoire par rapport aux 50 otages, où tout le travail qui a été fait en lien avec les enseignants et avec les collégiens a été en fait un travail de mémoire avec des témoins, et ces témoins seront là le soir de l'ouverture.